La Chine connaît actuellement un niveau de troubles civils sans précédent, les gens affluent dans les rues pour protester contre les mesures de confinement strictes mises en place depuis presque 3 ans maintenant. La politique zéro Covid du pays a eu un coût social significatif, avec des histoires de familles séparées et de portes d'appartements soudées pour tenter d'arrêter la propagation d'une maladie qui n'est peut-être pas aussi grave que les mesures prises pour l'éviter. Cette agitation récente n'est que la dernière d'une longue série de mauvaises nouvelles provenant de la deuxième plus grande économie du monde, économie dirigée par des leaders sur lesquels le peuple n'a pas de prise directe. Les manifestations civiles contre les restrictions de confinement ne sont pas nouvelles, mais en Chine continentale, c'est un peu différent. Ces protestations exigent un changement politique direct au plus haut niveau du gouvernement, et elles ne semblent montrer aucun signe de ralentissement. Pour être clair, la probabilité d'une révolution totale est incroyablement faible, malgré ce que certains médias peuvent dire. Et comme nous l'avons exploré à plusieurs reprises dans les vidéos que nous avons réalisées sur la Chine, c'est probablement mieux ainsi. Malgré l'animosité compréhensible que nous, en tant qu'étrangers, pouvons ressentir envers la Chine, personne ne devrait souhaiter que ce pays s'effondre via une révolution violente ou une rupture sociétale. Altruistement, nous ne devrions pas le souhaiter car le système actuel, aussi problématique soit-il, soutient encore des centaines de millions de personnes extrêmement vulnérables économiquement. Tout type de perturbation généralisée dans une économie aussi grande et encore majoritairement aussi pauvre que la Chine causerait des souffrances humaines incommensurables parmi des personnes qui n'ont pas eu leur mot à dire dans les actions de leurs dirigeants. Et même si nous étions égoïstes et sans cœur, l'une des raisons pour lesquelles nous accordons tant d'attention à la Chine est que nous en dépendons. Elle achète beaucoup de nos matières premières, investit dans beaucoup de nos économies, produit une grande part des articles de consommation que nous apprécions et de l'équipement dont nous dépendons pour faire fonctionner nos propres économies. Donc, avec toute l'instabilité que ce pays traverse en ce moment, peut-être n'est-ce pas un mauvais moment pour tenter de répondre à certaines questions importantes. Tout d'abord, quel effet un effondrement chinois aurait-il sur l'économie mondiale ? Quelles sont les manières les plus productives de minimiser les impacts que cette situation pourrait avoir sur nos propres économies ? Et enfin, cette situation malheureuse pourrait-elle s'avérer positive pour certains pays du monde ? Comme toujours, je dois mettre en garde sur le fait que personne ne peut prédire l'avenir, encore moins les économistes, et que cette règle s'applique également aux futurs hypothétiques. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement à quoi ressemblerait un effondrement chinois, et donc quelle situation le reste du monde devrait se trouver pour qu'une telle chose se produise. Cela dit, cette hypothèse n'est pas tout à fait sans précédent. L'Union soviétique était autrefois la deuxième plus grande économie du monde. C'était un État fortement industrialisé, avec un leadership autoritaire, qui s'est finalement effondré en grande partie à cause de troubles civils, de la stagnation économique et d'une série de catastrophes à grande échelle. L'effondrement du système soviétique du jour au lendemain a plongé les pays membres de l'Union dans une anarchie presque totale, car ils ont dû réinventer un système gouvernemental à partir de zéro. Les pays directement dépendants de l'URSS ont également souffert, mais la plupart des nations en dehors de l'influence soviétique s'en sont bien sorties. En 1991, l'Union soviétique était soit la troisième, soit la quatrième plus grande économie du monde, derrière les États-Unis, le Japon et potentiellement l'Allemagne de l'Ouest, ce qui devait être assez embarrassant étant donné que l'Union soviétique incluait également l'Allemagne de l'Est, en plus de 14 autres États membres. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas savoir avec certitude si l'Union était la troisième ou la quatrième économie mondiale au moment de son effondrement est que la tenue de registre dans cette dernière était tellement corrompue et peu fiable que des institutions comme le FMI et la Banque mondiale ne pouvaient être sûres de sa production que dans une fourchette d'environ $1,5 billion à l'époque. Il est probablement utile de souligner que la Chine a également des problèmes systémiques pour produire des données économiquement fiables. Mais pour être exact, ce n'est pas près d'être aussi mauvais qu'à la fin de l'Union soviétique. Maintenant, peu importe sa position par rapport aux plus grandes économies du monde, l'Union soviétique était indéniablement très substantielle et très influente. Malgré cela, le PIB mondial a effectivement augmenté après son effondrement. Cela est surprenant car, toute chose égale par ailleurs, même si l'effondrement de l'Union soviétique n'avait absolument aucun impact sur les autres économies, le simple fait qu'une nation représentant un pourcentage appréciable de la production totale mondiale ait presque cessé de fonctionner aurait dû faire baisser la moyenne à elle seule. Et c'est ce qui s'est passé, en quelque sorte.
La croissance économique mondiale était toujours positive dans les années suivant l'effondrement de l'Union, mais elle était inférieure à la moyenne, et elle a été soutenue par une tendance générale de forte croissance de pays comme le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et bien sûr la Chine, qui à cette époque était bel et bien engagée dans la transition de leur économie vers une économie de marché. Si vous regardez ce graphique assez longtemps, vous remarquerez que la chute de l'Union soviétique a presque fait autant de dégâts à la croissance économique mondiale que la crise pétrolière et gazière du milieu des années 70, que la récession du début des années 80 et que la bulle Internet combinée aux attaques du 11 septembre 2001. Depuis 1961, lorsque la Banque mondiale a commencé à suivre activement les chiffres du PIB mondial, sa croissance soutenue a été assez constante, ne tombant en croissance négative que 2 fois. Une fois en 2008 pendant la crise financière mondiale et une fois en 2020 pendant la pandémie. Aucune de ces périodes n'a été particulièrement agréable, surtout lorsqu'un ralentissement mondial a été effectivement causé par un ralentissement plus concentré dans une région particulière ayant réussi à faire baisser la moyenne. Mais peut-être que tout cela suggère qu'un effondrement systémique en Chine, comme celui de l'Union soviétique, ne serait pas réellement catastrophique à l'échelle mondiale. Bien sûr, il pourrait être naïf de croire cela, car il y a de grandes différences entre la Chine et l'Union soviétique. La première est simplement la taille. Lorsque l'URSS s'est effondrée, elle avait une production totale d'environ 1,6 billion de dollars selon les meilleurs chiffres qui pouvaient être obtenus par la Banque mondiale. À l'époque, cela représentait environ 7% de la production totale mondiale, qui était de 23,8 billions de dollars. Aujourd'hui, la Chine a un PIB de 17,8 billions de dollars, encore une fois selon les meilleurs chiffres pouvant être obtenus par la Banque mondiale. Cela représente environ 18,5% de la production économique totale mondiale, qui est de 96 billions de dollars. Si nous nous en tenons simplement aux chiffres bruts, une chute proportionnelle similaire signifierait que l'effet de l'effondrement de la Chine serait 2,5 fois plus grave que celui de l'URSS. Cela signifie que l'économie mondiale subirait un coup à peu près aussi fort que celui de la pandémie de Covid. Mais se baser uniquement sur des chiffres bruts est probablement une chose stupide à faire. Pour commencer, la croissance économique mondiale n'est actuellement pas aussi forte qu'elle ne l'était dans les années 1980 et 1990. Elle est inférieure d'environ 0,5% en moyenne. Rappelez-vous aussi que si l'effondrement de l'URSS ne s'est pas traduit par des chiffres de croissance mondiale négatifs, c'est en grande partie grâce à la croissance de pays comme la Chine, croissance qui était exponentielle à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas ces énormes économies en plein essor pour soutenir les chiffres moyens mondiaux. De plus, lorsque l'URSS est fragmentée en ses États constitutifs, certains membres ne s'en sont pas si mal sortis. L'Allemagne de l'Est, par exemple, était déjà en train de procéder à la réunification économique avec l'Allemagne de l'Ouest, et elle en a fait bénéficier de la fusion avec ce qui était à l'époque la 3e plus grande économie du monde. Puis, bien sûr, il y a la plus grande différence entre l'URSS et la Chine, celle à laquelle je suis sûr que la plupart d'entre vous ont probablement pensé tout au long de la vidéo. Il s'agit bien entendu du fait que la Chine est beaucoup plus intégrée dans l'économie mondiale que l'URSS, relativement isolée, ne l'a jamais été. Même le monde dans son ensemble est beaucoup plus interconnecté qu'il ne l'était il y a 30 ans, avec des chaînes d'approvisionnement mondiales, la prévalence des multinationales, la finance internationale, et même simplement des communications régulières entre les pays, qui sont maintenant beaucoup plus courantes qu'elles ne l'étaient en 1991. Je ne veux pas minimiser les impacts que l'Union soviétique a eus sur le monde, mais s'il y avait à l'époque une économie qui pouvait être soigneusement retirée sans trop d'interruptions pour le reste du monde, c'était bien celle qui vivait derrière son rideau de fer. À son apogée, l'URSS était responsable de moins de 1% de tout le commerce mondial, et c'était à cette époque où le monde commerçait beaucoup moins intensément qu'aujourd'hui. La Chine est actuellement responsable de 12,5% du commerce mondial total selon l'ONU, et le commerce mondial représente actuellement 52% de la production mondiale. Maintenant, il est intéressant de comprendre le commerce en tant que pourcentage de la production mondiale totale, car il s'agit de la valeur ajoutée à l'économie mondiale grâce aux échanges de biens et de services entre les pays. Ce chiffre de 52% n'a peut-être pas beaucoup de sens si l'on considère qu'environ 10% seulement de la production de l'économie américaine provient des exportations, le commerce n'étant qu'une composante de la production au même titre que la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Mais ces deux chiffres mesurent en fait des choses différentes. Les économies mondialement intégrées comme la Chine et l'Amérique importent et exportent de nombreux biens et services qui rendent le monde plus riche, mais qui ne sont pas consommés dans le pays
et qui ne sont donc pas prises en compte dans les chiffres du PIB national. Ils contribuent cependant aux chiffres du PIB mondial. Il y a effectivement des pays comme la Belgique où le commerce représente 169% de leur PIB total. Sympa, non? Et il y a même des endroits comme Hong Kong où le commerce représente 403% de leur production totale. Cela est dû au fait que des endroits comme Hong Kong agissent comme intermédiaires et accueillent beaucoup de commerces et de services internationaux qui enrichissent d'autres pays, mais qui ne sont pas utilisés par Hong Kong lui-même. Maintenant, le commerce mondial en pourcentage de la production mondiale totale est en baisse par rapport à son pic historique qui a eu lieu en 2007, lorsque le commerce représentait 61% de la production mondiale. Le déclin de l'année suivante a été causé par la crise financière mondiale. Et, entre autres, le déclin progressif depuis lors a été principalement causé par le fait que la Chine a développé son marché intérieur et s'est moins appuyée sur le simple fait d'être un endroit bon marché pour produire des choses et les expédier ensuite à l'étranger. Puis, bien sûr, la chose la plus récente a été causée par le Covid, et la Banque mondiale n'a pas encore produit de chiffres pour 2021 ou 2022, mais l'attente générale est qu'il devrait être de retour autour de 55%. Indépendamment de ce déclin, et même avec un commerce mondial en pourcentage de la production mondiale totale à 52%, si 12,5% de cela disparaissait du jour au lendemain et n'était pas rapidement remplacé par d'autres pays ou par un régime quelconque en Chine, cet effondrement total théorique plongerait à lui seul le monde dans la plus grande récession économique de l'histoire. Bien sûr, malgré ce que les titres accrocheurs pourraient vous faire croire, l'économie de la Chine s'effondrant complètement dans un avenir immédiat est un fait hautement improbable. La Chine a des problèmes, certes, même de très graves problèmes. Mais il est également essentiel de considérer le fait que les industries qui traitent le plus avec l'économie mondiale, c'est-à-dire celles qui fournissent des services internationaux, importent des matières premières et exportent des biens manufacturés, vont également être celles qui sont les plus résilientes aux troubles internes. Cela simplement parce qu'elles dépendent plus de l'économie mondiale que de l'économie domestique chinoise. Un exemple à très petite échelle serait quelqu'un comme moi. Je dirige une entreprise qui fournit un service de réalisation de vidéos qui explique l'économie. Ce service est principalement exporté vers des téléspectateurs du monde entier. Et oui, un service tel que le divertissement ou l'éducation est compté comme une exportation s'il est consommé dans un pays différent de celui où il est fabriqué. Si l'économie française s'effondrait complètement demain, il n'y aurait aucune raison pour que je ne continue pas à faire des vidéos. Je pourrais toujours gagner de l'argent en exportant mon travail vers des téléspectateurs situés dans des économies qui fonctionnent encore. Cela suppose évidemment que l'effondrement économique ne soit pas extrême. Si je n'ai plus accès à l'électricité et Internet, je pourrais plus travailler. Mais si cela se produisait, je pourrais simplement déplacer mon entreprise et continuer mes opérations dans un autre pays. Et le monde n'aurait pas à se passer de la valeur que mon service fournit. Wow! Bon, cet exemple me paraît incroyablement arrogant et important, mais vous avez compris l'idée. Il est évident qu'une action de ce type à l'échelle des entreprises chinoises entraînerait des perturbations massives à court terme. Mais si nous parlons d'une situation où le réseau électrique de la Chine est hors service, le monde aurait probablement des problèmes plus graves qu'une simple récession économique. Enfin, le fait même que nous dépendons de la Chine donne à son économie un niveau de robustesse qui signifie qu'il est peu probable qu'elle cesse simplement de contribuer à l'économie mondiale. Il existe bien sûr des situations potentielles, telles qu'une invasion de Taïwan, qui pourraient déclencher des sanctions de type russe, susceptibles de couper la Chine du monde rapidement et sévèrement. Mais à défaut, tout type d'effondrement économique spécifique à la Chine est susceptible de se produire sur une échelle de temps très longue, ce qui donnerait à l'industrie suffisamment de temps pour établir des opérations dans d'autres économies, un peu comme ils le font actuellement. Désolé, ce n'est peut-être pas la réponse excitante que vous espériez, mais l'exploration de situations économiques extrêmes peut toujours être une expérience de pensée très intéressante pour apprendre des choses comme le commerce mondial, l'interdépendance économique, et même la façon dont notre monde a évolué pour devenir un système beaucoup plus riche et potentiellement plus délicat au cours des 3 dernières décennies. Merci d'avoir regardé. Ciao!